faudrait juste résumer l'application, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, si j'ai bien compris la question, grosso modo, c'était est-ce que l'université considère que 144 cadres peuvent remplacer 1400 employés et qu'actuellement, les services aux étudiants ça va si bien que... Est-ce que ça va aussi bien que la directrice des communications le dit dans les médias? Bon, premièrement, je ne pense pas que la directrice des communications dise que ça va si bien que ça dans les médias. Elle veut simplement dire qu'on a réussi jusqu'à maintenant à passer à travers des activités importantes, dont celle de la rentrée, qui était une activité importante. Mais d'aucune manière, on entretient le discours que 144 peuvent remplacer 800-900 employés de soutien. Donc, on a été obligé, oui, de prioriser des choses et on ajuste en fonction de ce que nous, on appelait notre plan de contingence. Oui. D'aucune manière, on prétend que l'université roule comme si de rien n'était. Oui, alors, ton nom, ta faculté, ta question. Oui, Anami Robert-Julien, biologie. La question, ça va être à M. Caron. Samedi dernier, je crois qu'il y a 10 492 personnes qui étaient témoins d'un avion avec le logo de la CISUS. On parle de sujets délicats, d'argent, de dépenses de l'université. C'est pas un peu incohérent et inapproprié de justement dépenser pour un avion comme ça pour faire un moyen de pression quand c'est délicat? Des moyens de visibilité, parfois il faut utiliser notre imagination, mais il faut aussi faire preuve d'originalité. Et présentement, vous ne serez pas sans savoir que les membres du CESUS sont interdits de manifester sur les terrains de l'université. Donc, l'espace aérien n'a toujours pas fait l'objet d'une injonction. Mais si on parle de dépenses, ben, à ce moment-là, peut-être faudrait dire à l'université de cesser de faire toutes sortes de procédures légales contre le syndicat, parce que je peux vous dire, leur facture doit être aussi salée que la nôtre. Merci. M. Matella? J'ai pas une bonne idée, une opinion à exprimer si l'avion c'était une bonne idée ou non, là, mais juste pour comprendre le contexte dans lequel les dépenses syndicaux se font au Québec, c'est-à-dire pour un syndicat qui est affilié, normalement, il y a une centrale ou une fédération provinciale et un syndicat central ou fédération nationale dans le sens de canadien, qui fournit des services, dont de l'aide financière aux syndicats en grève. Et ça fait partie dans le mouvement syndical de dépenses qui sont vues comme étant nécessaires pour l'avancement de la cause syndicale au-delà d'un simple conflit dans un établissement. Donc, c'est un peu un raccourci de dire que le syndicat local aurait flobé de l'argent sur un moyen de visibilité, alors que ça s'insère dans une structure syndicale beaucoup plus large où on peut aussi demander des questions relativement aux dépenses de l'argent, mais c'est pas la même affaire. Oui. Émilie Chabot, en biologie. J'avais une question pour monsieur qui représente le rectorat. Vous avez mentionné que le conflit était loin d'être réglé. Par contre, il y a des étudiants en sciences que ça fait 1 mois qui n'ont pas eu de laboratoire, que ces cours-là vont être remis à une autre session, ce qui fait en sorte que ça rallonge leur baccalauréat. Donc, je vais savoir, probablement que ce n'était pas prévu, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour ces étudiants-là? Effectivement, je pense que le professeur Makela l'a mentionné, dans ce genre de conflit de travail-là, il y a des gens qui sont affectés. Et effectivement, dans le cas d'une université, ce sont les étudiants qui sont principalement affectés par les conséquences de tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, je ne me rappelle pas, mais je l'ai peut-être dit, mais je ne me rappelle pas d'avoir dit qu'il serait long à régler ce conflit-là. Je pense qu'on a tout intérêt à le régler, ce conflit-là, de ne pas le faire perdurer. Par ailleurs, quand ce conflit-là sera réglé, c'est sûr qu'on va revoir avec l'ensemble des facultés quelles sont les mesures que l'on doit prendre pour minimiser les impacts sur les étudiants. Mais nous ne sommes pas naïfs, nous sommes très conscients que notamment l'enjeu des laboratoires dans certaines facultés est un enjeu criant. Mais à ce moment-là, on va refaire le point de façon spécifique avec chacun des programmes pour savoir comment on peut aplanir ces difficultés-là. OK, je parle. Je parle dans les deux. Ça, c'est la caméra. Ah, OK. Bonjour, Olivier Martel Paradis, étudiant en biologie.
Moi, j'ai une question assez générale, là, assez fondamentale. Vous me direz si à un moment donné je me trompe, vous me coupez. OK. Donc là, on veut finalement augmenter les salaires en réponse à une augmentation du coût de la vie. Donc, dans notre système, le coût de la vie, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une augmentation du coût de la vie. Il y a sûrement des techniques qui nous permettent d'évaluer l'augmentation du coût de la vie dans les années futures. Je ne les connais pas. Maintenant, il y a deux solutions. Soit augmenter les salaires, ou soit réduire le coût de la vie. Il y a souvent des manières de faire les deux. Je ne les connais pas. Mais si on exclut toutes ces questions-là, maintenant qu'on ne les pose pas, est-ce que le rectorat pourrait s'entendre avec l'association des... Le CESUS, pour dire, faire une entente rétroactive, dans la mesure où si le coût de la vie augmente, encore là, je ne sais pas comment on peut mesurer ça, instantanément, le rectorat augmenterait les salaires. Il y a une façon de mesurer. Index de prix de la consommation. Il y en a deux. Il y en a un qu'on utilise pour des mesures macroéconomiques. Il y en a dont on exclut les éléments les plus volatiles comme l'essence, etc. Si on veut mesurer l'impact sur le travailleur ordinaire normal, on utilise l'index complet. Oui, on peut le prédire. La Banque royale du Canada, avec les données de Statistique Canada, ont sorti hier ou avant-hier une prédiction. Cette prédiction, on voit une augmentation du coût de la vie ou de l'index du prix de la consommation qui varie, mais à peu près, pour les premières années, à peu près 2 fois plus que la politique salariale gouvernementale. Donc, il y a une perte mathématique est nécessaire là-dedans. Oui, c'est tout à fait possible pour des partis de mettre dans une convention collective et c'est relativement commun. Malheureusement, c'est moins commun que ce l'était, mais d'avoir une clause dans la convention collective. En anglais, on appelle ça un COLA, Cost of Living Allowance, et ça fait augmenter les salaires en fonction du coût de la vie. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les partis patronales dans les dernières années n'ont pas cru bon de négocier sur cette base. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Buteau? En fait, c'est parce que si c'est un enjeu pour le CESUS, la protection du pouvoir de consommation, ça serait bien qu'il l'exprime à la table des négociations, qu'il vienne le dire, afin que l'on puisse discuter de comment on peut travailler là-dessus. Cet enjeu-là a été nommé par l'Association du personnel professionnel. Et on est en train de discuter de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cet enjeu-là? Un petit commentaire. Oui, une ligne. Oui. Écoutez, nous, dans notre dépôt, si la partie patronale l'avait lu, celui du 28 avril, on demandait la PSG plus 2,5 ou l'IPC. L'IPC est un indice des prix à la consommation, qui est une des mesures qui est là évoquée. Excusez, je sors un peu de mon cadre de tentative de modération, mais je sens que c'est nécessaire. Félix-Antoine Lebel, Génie mécanique. Alors, ma question, en fait, c'est plus aussi un commentaire, c'est une observation. On est tous victimes en ce moment d'une grève et d'une impasse de négociation. Puis ça, c'est vraiment, je m'excuse, bébé, parce que moi, j'ai toujours appris qu'en discutant, on pouvait toujours, même avec notre blonde, avec notre mère, nos parents, même si ça peut faire des grosses chicanes, puis on pleure, puis tout ça, à la fin, on est plus proche, OK? Fait que j'invite les deux parties à cesser votre guerre de clocher, puis à dire « je suis plus fort que toi, je suis plus fort ». Arrêtez ça, là, c'est pas humain. On peut ça être humaniste, puis genre se parler dans le blanc des yeux, puis dire les vraies affaires, puis comprendre la partie de l'autre. Je pense que ni l'université, ni le CESUS souhaitent le tort de l'université. En fait, en passant, je déplore le fait que vous ayez enterré votre sentiment d'appartenance. Je trouve ça absurde. Mais en tout cas, je pense que tout le monde ici subit les conséquences de ça. Puis je pense que c'est le temps que vous parliez pour vrai. Puis que, en tout cas, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est juste, est-ce que vous êtes... Ma question pour M. Caron, donc je vais finir avec une question. Est-ce que vous attendez que les employés cadres tombent en burn-out toute la gang, puis qui sacent les étudiants en dehors de l'université et que l'université ferme pour entamer les négociations? Voilà. Écoutez, c'est sûr et certain qu'on voit les cadres aller, on voit qu'ils ont les valises sous les yeux, puis
je pense qu'eux, ils ont plus hâte que la direction que ce serait. Mais le mot d'ordre qu'ils reçoivent, c'est tout va bien et vous ne dites pas un mot à personne. Ça, c'est ce qu'on a entendu de la part des cadres. Oui, on a intérêt à s'entendre et oui, on a intérêt à ne pas faire perdurer le conflit. Et je peux vous dire que chaque journée que les gens sont sur le bord de la rue, c'est épouvantable pour ces gens-là. Puis on comprend qu'il y a des projets de fin de bac qui sont en péril. J'ai reçu des lettres à cet effet-là. Puis écoutez, on souhaite que l'université revienne à la table de négociation, mais pour négocier, ça prend 2 parties. Et après 37 rencontres de négociation, je pense qu'on a discuté quand même pas mal. Je veux juste vous rappeler que le CESUS fait toujours référence à une proposition du 28 avril. Et si vous allez sur le site InfoNégo, vous avez toute la série des propositions que l'université a faites depuis ce temps-là, avec un engagement pris, et vous allez sur le site du CESUS, c'est indiqué tel quel. Suite à l'offre de l'université, il s'engageait à l'étudier et à nous revenir avec une contre-offre. Et comme je vous dis, on l'attend encore. Mais soyons optimistes, je suis d'accord avec vous, là, il faut arrêter de... Et là, il y a un conciliateur dans ce dossier-là, et je pense qu'il travaille très fort actuellement à trouver une manière que ce soit relancé, cette négociation-là. Et moi, je pense que cet événement de cet après-midi va contribuer à ça. Et en ce sens, je pense que l'objectif visé par la FEUS d'essayer... Et Remdus, je m'excuse, oui, effectivement, la FEUS et Remdus, de provoquer à travers cet événement-là, ce rapprochement-là. Quant à moi, je pense que l'objectif est atteint. Merci. Maxime Fradette, physique. J'aimerais savoir comment le rectorat justifie le fait qu'ils vont chercher des injonctions de la Cour pour empêcher le CESUS d'être sur le campus, de manifester et de faire valoir leur opinion politique auprès des étudiants, alors qu'ils utilisent eux-mêmes les listes de courriels du service des communications de l'université pour publier des lettres, justement politiques de Luce Samoisette, pour convaincre les étudiants qu'ils tentent de négocier et que le CESUS, eux, ne tentent pas de négocier. Je ne vois pas comment c'est justifiable. Toute la question des injonctions. Effectivement, premièrement, il faut recadrer ce qui s'est passé. Ce qui a été refusé à l'université, c'est une injonction provisoire sur un des 2 aspects qu'elle avait demandé. Un des aspects lui a été accordé, c'est-à-dire d'interdire l'accès au système informatique à distance. Et le juge a jugé qu'il y avait un caractère d'urgence à accorder cette injonction-là, donc il l'a accordée à l'université. Par ailleurs, sa position était de dire, en ce qui a trait à la présence de membres CESUS sur le campus, je ne vois pas le caractère d'urgence. Et c'est pour ça qu'il n'a pas accordé une injonction provisoire. Il faut quand même bien le mentionner. Par ailleurs, il est clair que le but de l'université visant à effectivement interdire ce genre de circulation-là, c'était pour mettre fin à des, je dirais, démarches ou actions qui approchaient l'intimidation chez certains de nos employés qui étaient victimes de certaines questions, d'être pris en photo, d'être filmés, des trucs qui, pour certains, sont intimidants, mais pour d'autres, c'est intimidant de se faire prendre en photo pendant que tu travailles. Puis tu ne sais pas pourquoi on veut te prendre en photo. Bon, et ça, c'était pour ça qu'on a fait ça. Mais je dirais, il y a d'autres gestes encore plus inquiétants de la part qu'on a observés, notamment dans le cadre de la partie de football le samedi soir, qui nous inquiètent grandement sur cette question d'intimidation. Vous répondez pas à ma question. Oui. Pourquoi utiliser la liste de... OK, là, le deuxième volet, premièrement, c'était, voilà, le deuxième volet de la question, en fait, portait sur une réponse que la rectrice a voulu communiquer, justement parce que des gens, et je dirais même au niveau des étudiants, voulaient savoir ce que la rectrice, comment elle se positionnait de ce conflit-là. Elle l'a fait à travers un article dans la Tribune,
où elle a donc pris la peine de le communiquer. Et par la suite, elle en est venue à la conclusion que comme c'était une sorte de prise de position de sa part sur comment elle voyait le dénouement de ce conflit, ce qui préoccupe bien des gens, que c'était normal d'en informer la communauté universitaire parce qu'elle est quand même la première dirigeante de cette institution. Ça demande encore accès au système informatique, donc oui, on pourrait le faire. Écoutez, au sujet de l'injonction, naturellement, une des choses visées par l'université était d'empêcher de faire des enquêtes au niveau des SCAB, des anti-briseurs de grève. Et pour nous, on a, à la suite de ça, demandé à un enquêteur du ministère du Travail de venir faire un tour sur le campus parce que lui, il avait le droit de faire ses enquêtes. Là-dessus, on est encore organisé de part et d'autre si on va donner suite et si on va judiciariser les personnes qui ont été prises à faire le briseur de grève à l'université. Donc, moi, je pense que l'université, s'il avait voulu vraiment démontrer de la transparence, nous aurait invités à aller voir sur place et à nous dire, écoutez, il n'y a pas de briseur de grève, on peut vous donner l'autorisation. Ça aurait été de la transparence. Mais non, ils ont répondu avec une injonction provisoire. Puis avec ça, naturellement, nous, il nous reste d'autres moyens. Les seuls moyens, c'est d'utiliser un enquêteur. Mais je peux vous dire quand même que, à notre avis, il y a encore des briseurs de grève à l'Université de Sherbrooke. Professeur, je vais laisser M. Buteau, vous allez avoir le pouvoir nous... Je veux simplement, un rapport de l'enquêteur a été produit. Okay? Il est disponible sur notre site InfoNégo si vous voulez le consulter. Je vais simplement vous lire un paragraphe qui résume, en ce qui me concerne, ce rapport d'enquête de quelqu'un d'externe. C'est la rentrée et tout le monde est débordé. Il y a 1400 employés que parmi les 5000 autres membres du personnel travaillant à l'université, 4 ou 5 aient, par méconnaissance ou pour accélérer les choses, accompli des tâches des salariés présentement en grève est tout à fait possible. Je ne peux voir là une volonté de l'employeur pour changer le rapport de force. Au contraire, les directives que l'employeur adresse au personnel pour respecter le Code du travail sont très claires. Et on mentionne même les amendes prévues en cas de non-respect. C'est l'enquêteur. Réplique à ça. 15 secondes et ensuite M. Maquet. Naturellement, l'université a fait la lecture qu'elle voulait bien du rapport. Elle a oublié de mettre qu'il vient à la Commission des relations de travail de décider s'il s'agissait effectivement ou non de briseurs de grève. Merci. M. Maquet, là? Juste un point plus général sur l'utilisation des injonctions par les employeurs au Québec pour réglementer les lignes de pitage. Oui, on peut se poser la question de pourquoi un employeur tel a décidé de recourir à une injonction. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les employeurs sont dans une situation difficile, comme les syndicats d'ailleurs, parce qu'au Québec, contrairement à d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, la Commission des relations de travail n'a pas compétence pour réglementer le comportement sur la ligne de pitage. Une fois qu'une grève est légale, la CRT ne peut rien dire là-dessus. Il faut absolument que le pitage soit réglementé par des injonctions par la Cour supérieure, qui, historiquement, il y a des livres écrits là-dessus, dans l'histoire du droit canadien. Les juges de la Cour supérieure, relativement aux lignes de pitage, sont parmi les éléments les plus conservateurs de la société. Donc, si on regarde même récemment, moi, à mon avis, dans question interprétation juridique, moi, je ne pense pas que les juges de la Cour supérieure tiennent assez compte de la liberté d'expression, d'association prévue à la Charte canadienne et à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Mais il faut quand même comprendre que le recours à l'injonction, on peut dire pourquoi il a utilisé l'outil, mais on ne peut pas se demander pourquoi il a utilisé cet outil-là, parce que c'est le seul outil qui est à sa disposition. Merci. Et finalement, on va prendre une dernière question. Juste tout de même répéter ton nom, ta faculté. Salut, Nicolas Barbeau, faculté de lettres et sciences humaines. D'un côté, on nous dit que le gouvernement n'a pas d'argent. Il faut hausser les frais de scolarité parce qu'il n'y a plus d'argent en éducation. De l'autre côté, on nous dit, vu que c'est les étudiants qui payent, il faut baisser les salaires. Sauf que pendant ce temps-là, on apprend que le gouvernement enlève la taxe des capitaux, donc on trouve de $1 milliard de revenus. On apprend qu'il y a des dépassements de coûts dans l'industrie de la construction parce que ça coûte 30% plus cher dans l'industrie de la construction.
pas les choses. On essaie de placer les étudiants en opposition au sein des étudiants, alors que c'est pas bien le désengagement de l'État en éducation. Et puis, on est pas ensemble dans cette cause-là pour un investissement massif en éducation, pour un engagement de l'État par rapport à un engagement en éducation. C'est ça la cause, c'est qu'on est ensemble dans la rue, arrêter pour un investissement plutôt que de se donner, nous donne des miettes, mais qu'est-ce qu'on fait avec les miettes qu'ils nous donnent? Fait que la question, en fait, toi, M. Caron, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire pour vous appuyer? La première chose, c'est de dénoncer justement le fait que c'est pas business as usual, c'est-à-dire que c'est pas vrai que tout va bien sur le terrain. Moi, je pense que c'est la première action qu'il faut poser. La deuxième, vous invitez à faire un bloc de clémence face aux gens qui sont sur la ligne de piquetage. Des coups de volant, c'est pas une bonne idée. On prend en note les numéros de plaque de toute façon, fait qu'il va y avoir des répercussions sûrement. Je vous le dis, quelque part, c'est important d'appuyer les gens. Ils sont là pour vous autres. On a hâte de revenir au travail. On a hâte de faire ce pourquoi on est dédié, c'est-à-dire être au service des étudiants. Puis en même temps, on s'ennuie de vous autres. C'est une des raisons pour laquelle on travaille dans le domaine universitaire, c'est pour justement pouvoir travailler avec les étudiants. Donc, si vous pouvez nous aider, naturellement, ça va faire l'affaire de tout le monde. Monsieur Buteau? Ben, en fait, en deux volets. Premièrement, moi, je pense que la seule chose que je demande aux étudiants dans ce conflit-là, c'est de bien s'informer et de demander des explications pour bien comprendre les enjeux de cette négociation-là. Et donc, de ne pas prendre de raccourcis, notamment à travers les médias, parce qu'ils font évidemment leur travail, mais des fois, ils prennent des raccourcis et ça ne représente pas toujours la réalité. Ça, c'est le premier volet. Mais je pense qu'il est plus important, c'est de se quitter sur quelque chose de positif, là. Moi, je réitère, je dirais, mon souhait qu'on se rassoie rapidement pour le faire. Je vous le dis, on compte beaucoup sur le travail du conciliateur, qui est un conciliateur d'expérience pour nous aider à trouver la façon de le faire. Et le plus rapidement possible, il faudra tourner la page. Et effectivement, pour moi, ce sera aussi l'occasion d'une grande réconciliation, c'est-à-dire qu'il faudra tourner cette page-là, parce qu'on est tous très fiers de l'Université de Sherbrooke, les employés de soutien, les premiers. Alors, au cours de la fin, je vous remercie tous d'être assister à cette conférence. Je remercie M. Buteau, M. Caron de s'être prêté à l'exercice. Je remercie également M. Makela de nous avoir éclairé de ses connaissances. Et tenez-vous au courant, c'était une première conférence sur un cycle de conférences qui aura lieu tout l'automne sur la gouvernance universitaire et sur nos institutions. Alors, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Bon retour dans vos cours, vos lectures et vos travaux.